Il y a 4 ans, les talibans prenaient Kaboul. Il a tout vécu de l'intérieur. C'est notre grand témoin et c'est notre grand angle. Souvenez-vous, c'était le 15 août 2021, les talibans s'emparaient de Kaboul, cette prise de pouvoir, le chaos qui s'en est suivi. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Bonsoir David Martinon. Vous étiez ambassadeur de France Bonsoir. à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes en poste en Afrique du Sud. Une expérience dont vous avez tiré un livre, un documentaire, Kaboul Chaos, diffusé sur Canal+. Retour donc sur ce 15 août 2021. Vous devez quitter l'ambassade de France. Les talibans tiennent leur revanche en Afghanistan 20 ans après leur chute provoquée par les États-Unis. La conquête éclair de l'Afghanistan par les talibans a pris tout le monde de court. Dans l'urgence, les Afghans tentent de quitter la capitale. Le retrait accéléré des troupes américaines dans le pays, qui doit s'achever le 31 août, laisse le champ libre à la prise de l'Afghanistan par les talibans. Alors David Martinon, ces instants doivent être gravés dans votre mémoire. Tout va très vite ce 15 août et vous apprenez la nouvelle par un coup de téléphone. Oui, on se réveille. Alors la veille, on avait commencé à sentir les choses puisque la grande ville du Nord, Mazar-e-Sharif, était tombée aux mains des talibans vers 22h30. J'avais fait un point avec mon équipe et pour ma part, je sentais que ça pouvait aller très très vite, même si Kaboul était censé être très protégé avec une très forte garnison. Moi, j'avais le sentiment que à l'instant où ça tomberait comme une pierre. Et donc, j'avais déjà donné instruction la veille à l'équipe de se préparer. Et le lendemain matin, on apprend vers 6h22 exactement la chute de la grande prison qui est au nord de Kaboul. On apprend que la ville de Jalalabad, qui est à l'est, est tombée également aux mains des talibans. Et donc assez rapidement, je donne l'ordre d'évacuation vers vers l'aéroport. Et donc on se met effectivement en action. On finit de détruire ce qui doit l'être. On Oui, a déjà beaucoup fait en amont. On a vu quelques images. Vous ne pouvez pas laisser des archives, c'est dangereux. Il faut détruire tout ce qui est confidentiel et même plus peut-être qui se trouve dans l'ambassade. Oui, on peut pas laisser d'archives qui comporteraient des noms et des adresses et des coordonnées, notamment les demandes de visa d'Afghans, parce que évidemment, si ça tombe aux mains des talibans, ceux-ci peuvent en conclure immédiatement que ce sont des gens qui leur sont hostiles. Et donc, on doit absolument tout faire disparaître. C'est ce que vous voyez à l'antenne là. Donc ça, ce sont des images un peu plus anciennes, mais pour prouver que on avait fait ça depuis des semaines. Et donc là, vous voyez le cuisinier à droite qui fait un barbecue avec nos archives. Et là, c'est le jour, ça c'est le 15 août. Là, vraiment, on avait fait 2 feux dans la cour de l'ambassade et on brûlait les derniers papiers qui étaient sur nos bureaux. Et là, vous voyez le matériel informatique qu'on casse à la baramine et à la perceuse. Oui, et après, vous avez aussi des cas de conscience parce que beaucoup d'Afghans, et pas seulement, viennent, se retrouvent devant l'ambassade de France. On a vu toutes ces images tournées en boucle il y a 4 ans et vous ne savez pas si vous pouvez leur ouvrir la porte. C'est-à-dire que assez rapidement, la voie routière pour aller à l'ambassade, pour aller à l'aéroport est impossible puisque le trafic est complètement chaotique et donc on doit se rabattre sur l'héliportage. Et sauf que dans l'accord qu'on a avec les Américains, ils nous laissent faire monter à bord des hélicoptères les Français et les internationaux, mais pas les Afghans. C'est une règle, c'était la règle américaine. Et donc, notre priorité à ce moment-là, c'est de sortir les Français. Et donc, on leur donne rendez-vous à l'ambassade et on les évacue le plus vite possible vers la zone d'héliportage. Et les Afghans, l'idée, c'était qu'on les retrouve à l'aéroport, en sachant que nous avions déjà évacué plusieurs mois avant tous nos employés afghans. Tous les employés afghans de l'ambassade et leurs conjoints, conjointes et leurs enfants avaient déjà été évacués par nos soins. Et donc là, ce que vous voyez devant la porte, ce sont des gens qu'on ne connaît pas en réalité. Il y a des Franco-Afghans qui sont venus à Kaboul quelques jours ou quelques semaines avant parce qu'ils sentaient que le moment arrivait où Ils étaient très ils ne inquiets. pourraient plus voir leur famille, etc. Donc, ce sont des gens qu'on ne connaît pas forcément à ce moment-là. Oui, et on sent, et vous le racontez, qu'il y a des tensions dans votre équipe, surtout l'équipe de sécurité. Il y a beaucoup d'attentats, on le rappelle, hein, à l'époque, tout est très dangereux.
Et vous devez convaincre ou pas? Je pense que non, je n'ai pas eu à convaincre. J'ai donné une instruction à un moment qui a été suivie par l'équipe, l'arrière-garde policière qui était encore à l'ambassade et qui aurait dû nous suivre vers la zone de l'aéroport et qui a été bloquée parce que à ce moment-là, les talibans arrivent en centre-ville et dans cette zone protégée qui est la zone verte. Euh, non, je n'ai pas eu à les convaincre. J'ai donné une instruction qui a été suivie. Je sais que mon chef de la sécurité n'était pas très favorable à ça et il avait tout à fait raison parce que quand je donne l'ordre d'ouvrir le portail, il y a quelque chose comme 300 personnes devant le portail qui sont en panique et qui sont en danger. Mais il a raison parce qu'il n'a pas les moyens de les contrôler et le risque est très important qu'il y ait des suicide bombers, pardon, des kamikazes dans cette foule. Et il n'a pas le temps de contrôler. Donc c'est une prise de risque. Et le deuxième risque, c'est qu'évidemment, en laissant entrer autant de gens dans l'ambassade alors que toute la zone est déjà contrôlée par les talibans, je crée un point de fixation à l'arrière et je crée un problème. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout comment on peut le résoudre. Est-ce que vous Ça, c'est avez exact. voilà, alors donc vous avez pris cette décision, vous avez essayé de faire de rapatrier toutes ces personnes. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines familles qui ont dû rester avec des femmes, des petites filles qui, on le sait aujourd'hui, sont emprisonnées chez elles? Moi, je considère que d'abord, tous les gens qui avaient été, encore une fois, nos collaborateurs, tout cela, nous les avons évacués. Bon. Donc ça faisait quand même 650 personnes. On avait terminé l'opération en juin. Et ensuite, dans ces 13 jours et 13 nuits que nous avons passées à l'aéroport, nous avons évacué encore plus de 2800 personnes. Parmi ces 2800 personnes, il y avait à peu près autant de femmes que d'hommes. Il y avait des journalistes, des activistes d'ONG, des magistrats, des avocats, des hommes politiques qui avaient montré beaucoup d'intégrité et beaucoup de détermination à défendre la République afghane. Oui, parce que Et le fait est qu'on a quand même réussi, même après notre départ de Kaboul, vous avez montré les images au tout début, dans le 27 août, on a encore réussi à faire une dizaine de vols spéciaux avec le Qatar. Et donc au final, bien sûr que moi je reçois toujours des demandes, j'en reçois tous les jours, mais oui, vous êtes toujours en ces contact. demandes sont maintenant examinées selon les voies normales Voilà, et par la France. vous êtes toujours en contact avec avec des Afghans, avec des personnalités aujourd'hui? Absolument. Je suis en contact avec deux grands hommes politiques sud-africains qui ont fait le choix extrêmement courageux de rester à Kaboul. Je suis en contact avec le président Karzai. Je suis en contact avec le docteur Abdullah, qui est l'ancien chef du gouvernement. Et tous deux ont fait le choix de vivre chez eux à Kaboul. Ils sont sous surveillance, mais c'est une manière de montrer leur attachement au pays et leur souhait de voir la gouvernance évoluer. Je suis en contact avec eux, en effet. Oui. Vous Je êtes suis en contact avec d'autres. Je suis en contact avec Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, qui lui tente d'organiser la résistance en dehors du pays. Et oui, oui, je conserve ces contacts. Alors, rétrospectivement, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Comment vous expliquez? Vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas été surpris, même quand vous arrivez dans le pays en 2018, vous parlez de guerre civile. Où est-ce qu'on a failli, la communauté internationale, les autorités afghanes? Quel est votre point de vue là-dessus? C'est une question extrêmement difficile et donc je ne suis pas sûr d'y répondre de manière très tranchée. La question que vous posez, c'est en gros, au cours de ces 20 années, puisque la France euh, accède à la demande américaine de venir aider à l'établissement d'institutions démocratiques en Afghanistan à partir du début 2002. Donc vous voyez, 2002, les Américains interviennent en 2001 après les attentats du 11 septembre. La France et un grand nombre d'autres partenaires de la coalition et de l'OTAN viennent ensuite. Est-ce que le projet d'aider l'Afghanistan à se donner des institutions démocratiques et à se développer était euh, perdu d'avance, ou est-ce que nous avons fait des erreurs stratégiques au cours de ces 20 ans? J'ai pas de réponse absolue. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait.
probablement dans la manière dont la guerre contre le terrorisme a été menée en Afghanistan. Oui, vous faites. Mais en même temps, je me dis aussi que l'engrenage était écrit et qu'à partir du moment où il fallait déployer des forces étrangères en Afghanistan, et il n'y avait pas le choix, parce que pour protéger ces institutions démocratiques, il fallait une force de police, il fallait des forces armées, et comme elles n'existaient pas, il fallait qu'on les aide à les créer. Mais vous faites un Mais à parallèle, partir du moment David Martimon, où je me on permets. déployait une force étrangère, on provoquait la sécrétion d'anticorps dans la société afghane. Oui, vous dites que vous faites un parallèle entre l'Afghanistan et les pays du Sahel. Hein. Vous dites que c'est en fait la même dynamique, c'est-à-dire le fait de rejeter des forces internationales sur son territoire. Oui, je le crois. Je le disais à mes autorités quand je revenais en aération. Si vous voulez savoir ce qui va se passer au Sahel, regardez ce qui se passe en Afghanistan. Encore une fois, le simple fait de déployer des soldats étrangers provoquait des réactions dans la société afghane comme dans les sociétés sahéliennes. Et pourtant, comme vous le savez, les troupes françaises ont été accueillies comme les libératrices qu'elles étaient au Mali. Et quelques années après, malheureusement, voilà, on sait comment les choses ont terminé. Alors David Martinon, on est 4 ans après, les talibans avaient des promesses, vous expliquez que vous ne les croyez pas, et effectivement, ils ne les ont pas tenues, ils ont emprisonné les femmes chez elles, c'était prévisible, c'est regrettable. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui selon vous? Malheureusement, la situation est très difficile parce que les talibans contrôlent très bien le pays. Il n'y a pas vraiment d'opposition. S'il y a une opposition, c'est peut-être une opposition interne à la Shura au Conseil des talibans, mais l'émir est très puissant. Il y a une faction, il y a une organisation concurrente qui est l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la branche afghane de Daesh, qui est pire que les talibans, qui est cette organisation terroriste qui a perpétré l'attentat de Moscou il y a un an. Certains que j'ai mentionnés essayent d'organiser la résistance depuis l'étranger. C'est difficile. On le voit bien. En plus, les talibans ont un projet qui est complètement mortifère pour le pays. Vous avez commencé à le décrire. Les femmes vivent dans une situation d'esclavage. C'est de l'esclavage domestique. Et, euh, et plus encore, à moyen terme et à long terme, il y a une décision qui a été prise il y a quelques mois de ça, d'interdire aux femmes de faire des études. Mais toutes les études, c'est-à-dire y compris les études médicales. Elles ne peuvent pas devenir médecins, elles ne peuvent pas devenir sages-femmes, elles ne peuvent pas devenir infirmières. Or, dans la tradition afghane, seules les femmes peuvent soigner les femmes. Donc vous imaginez bien à quel point tout ça ressemble au suicide d'une nation. Les talibans ne veulent pas vraiment le bien-être de leur population, ils veulent créer un État purement islamique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer d'aider ceux qui résistent. Comme vous le savez peut-être, le gouvernement français, depuis le début, soutient une radio qui s'appelle Radio Begum, qui est une radio par les femmes, pour les femmes. Nous faisons ce que nous pouvons pour aider au fonctionnement de l'hôpital de la mère et de l'enfant qui est à Kaboul, où on sait que les femmes peuvent encore se faire soigner. Donc Voilà, des poursuivre actions l'aide. souterraines. Merci beaucoup. Selon ces canaux-là. Merci infiniment David Martinon d'avoir été en direct donc dans 64 minutes, dernier ambassadeur de France en Afghanistan. Merci encore.